Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. La vie devant soi. C'est un roman qui a bouleversé bien des lecteurs et des écrivains, par son histoire, mais aussi par les audaces de son écriture. Son auteur est déjà reconnu et célèbre, mais il a décidé de signer son ouvrage avec un autre nom, un nom inconnu, Émile Ajar. Émile Ajar, c'est Romain Gary. Ajar, cela veut dire braise en russe, et Gary se traduit par brûle. Et puis Ajar, A-J-A-R, ce sont les initiales de l'Association des Juifs Anciens Résistants. L'auteur a soigneusement caché ses indices pour n'être pas reconnu. Ce n'est pas la première fois qu'il prend un pseudonyme. Changer de nom, c'est un jeu pour lui, mais c'est surtout une exigence. Il a besoin que la lecture soit neutre, qu'elle ne soit pas forcément associée à son auteur, à ce qu'on attend de lui, à ce que l'on en dit. Après son premier succès pour le roman Les Racines du ciel qui lui a valu le prix Goncourt en 1956, il déplore, je cite, « être menacé de lui-même à perpétuité ». Comment faire en sorte que la lecture de son nouvel ouvrage ne soit pas chargée d'a priori ? Comment susciter une lecture honnête ? Romain Gary change de nom pour cela, par souci d'honnêteté. Bricoler avec la vérité par souci d'honnêteté, c'est un peu paradoxal, c'est vrai, mais c'est cohérent. Cette année 1975, Romain Gary a 61 ans. Il écrit son roman et il le signe Ajar, Émile Ajar. Le titre de son roman, La vie devant soi. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. C'est l'histoire de Momo, un enfant qui croyait qu'il avait 4 ans de moins. Madame Rosa, c'est une vieille prostituée devenue énorme, reconvertie en mère d'adoption pour les enfants des autres prostituées, encore assez jeunes pour arpenter les trottoirs. Momo, on ne sait pas vraiment quel âge il a. On sait seulement que parmi toute la flopée des enfants, c'est le plus grand, c'est celui qui ne quitte jamais Madame Rosa. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Momo, c'est le narrateur de ce livre. Il raconte le quotidien dans son quartier populaire de Paris, avec ses questions, son vocabulaire approximatif, son regard innocent sur les choses et les gens. Les descriptions de Momo ressemblent aux dessins des tout petits enfants. Voici comment il voit Madame Rosa. Madame Rosa avait du mal à se pencher à cause de son poids. Elle n'avait pas de taille et les fesses chez elle allaient directement aux épaules, sans s'arrêter. Quand elle marchait, c'était un déménagement. Madame Rosa subissait des modifications à cause des lois de la nature qui s'attaquaient à elle de tous les côtés, les jambes, les yeux, les organes connus tels que le cœur, le foie, les artères et tout ce qu'on peut trouver chez les personnes très usagées. Et comme elle n'avait pas d'ascenseur,
Il lui arrivait de tomber en panne entre les étages, et on était tous obligés de descendre et de la pousser. Une vieille dame, dont les fesses vont directement aux épaules, et une petite troupe d'enfants à moitié livrés à eux-mêmes qui viennent l'aider à monter les escaliers dans un immeuble lugubre. Vous voyez la scène ? Madame Rosa a de plus en plus de mal à monter les 6 étages de son immeuble. Elle est âgée, pleine de douleur, et lorsqu'elle tombe malade et que le docteur demande ses papiers pour payer la visite, voici comment Momo explique qu'elle refuse d'avoir des papiers en règle. Rosa n'avait pas la sécurité sociale parce qu'elle était clandestine. Depuis la rafle par la police quand elle était encore jeune et utile, elle ne voulait figurer nulle part. Pourtant, je connais des tas de juifs à Belleville qui ont des cartes d'identité et toutes sortes de papiers qui les trahissent. Mais Madame Rosa ne voulait pas courir le risque d'être couchée en bonne et due forme sur des papiers qui le prouvent, car dès qu'on sait qui vous êtes, on est sûr de vous le reprocher. Madame Rosa n'était pas patriote du tout. Et ça lui était égal si les gens étaient nord-africains ou arabes, maliens ou juifs, parce qu'elle n'avait pas de principe. Elle me disait souvent que tous les peuples ont des bons côtés, et c'est pourquoi il y a des personnes qu'on appelle les historiens qui font spécialement des études et des recherches. Madame Rosa ne figurait donc nulle part, et avait des faux papiers pour prouver qu'elle n'avait aucun rapport avec elle-même. Les mères, de temps en temps, passent voir leurs petits chez Madame Rosa. Momo, lui, n'a pas de mère, apparemment. La souffrance de l'enfant, on ne l'aperçoit qu'entre les lignes. Jamais il ne se plaint, jamais il ne s'apitoie. L'idée ne l'effleure même pas qu'il puisse en être autrement. La souffrance d'un enfant n'a pas la distance que donne la conscience d'être malheureux. La conscience, c'est une affaire d'adulte. Plus on entre en conscience, plus on se voit souffrir. La souffrance, Momo ne la voit pas. Il la vit, c'est tout. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Et c'est ce qui donne toute sa force au roman. Momo, de même que tous les personnages autour de lui, vivent chacun leur part entière de misère, sans se plaindre, sans en parler. La situation, la thématique, les péripéties, tout est dramatique dans cette histoire. Pourtant, on sourit à chaque page. On rit parfois. L'humour est partout. C'est un parti pris de l'auteur, l'humour. Le revers, pas besoin de s'étendre, on le devine. L'immeuble lugubre est finalement rempli d'habitants bien attachants. Et en voici un petit florilège. Il y a Monsieur Hamil, le marchand de tapis, vieux, pieux, qui ne quitte jamais son épais volume des Misérables. Voici comment Momo fait son portrait. Tous ses jours étaient exactement pareils depuis qu'il ne passait plus sa vie à vendre des tapis du matin au soir. Alors, ça faisait du blanc sur blanc dans sa tête. Il gardait toujours sa main droite sur un petit livre usé où Victor Hugo avait écrit. Et le livre devait être très habitué à sentir cette main qui s'appuyait sur lui, comme c'est souvent avec les aveugles quand on les aide à traverser. Il y a Madame Lola, qui habite l'étage du dessous. Elle est très colorée, Madame Lola, avec des paillettes partout, vraiment très belle aux yeux de Momo. Le problème,
c'est qu'elle a gardé sa voix d'avant, qui est en rapport avec ses couilles, selon les mots de Momo. Il y a les frères Zaoum. Ils sont 4, ils sont indissociables. Ce sont des déménageurs, plus forts que les armoires et les pianos. Momo les regarde toujours avec admiration, car, dit-il, j'aurais aimé être 4, moi aussi. Et puis, il y a Monsieur Walumba. Ah, Monsieur Walumba, son portrait est savoureux. Écoutez. Monsieur Walumba est un noir du Cameroun qui était venu en France pour la balayer. Il avait laissé toutes ses femmes et ses enfants dans son pays pour des raisons économiques. Il avait un talent olympique pour avaler le feu et il consacrait ses heures supplémentaires à cette tâche. Il était mal vu de la police parce qu'il sollicitait des attroupements. Mais il avait un permis d'avaler le feu qui était irréprochable. M. Walumba dit que la France a été complètement détribalisée et que c'est pour ça qu'il y a des bandes armées qui se serrent les coudes et essaient de faire quelque chose. M. Walumba dit que ces jeunes ont besoin de tribus, car sans ça, ils deviennent une goutte d'eau à la mer et ça les rend dingues. Momo aime beaucoup quand M. Walumba fait de la politique, parce que ça ne l'empêche pas de rire. Momo précise d'ailleurs que M. Walumba rit beaucoup, car il a les dents très blanches, dit-il. C'est si drôle, cette façon d'associer les idées sans aucun souci pour la cause à effet. Là est le génie de Gary, sa liberté avec la langue. Les approximations, les mots voisins ou déformés, la syntaxe pas toujours correcte, tout cela crée des associations insolites. Momo et Madame Rosa utilisent des mots pour d'autres. Et il y a dans cette langue indisciplinée une grande force poétique. Par exemple, pour parler des amnésies de Madame Rosa, Momo explique. Madame Rosa retombait en enfance. C'est la sénilité débile qui veut ça. Je voyais bien qu'elle avait tout oublié. C'était l'amnistie, et le docteur Katz m'avait prévenu qu'elle allait en avoir de plus en plus. Madame Rosa aussi s'est inventé un vocabulaire. Voici comment elle désigne un enfant prostré. Madame Rosa appelait un enfant consterné quand il était frappé de consternation, comme ce mot l'indique. Ça veut dire qu'il ne voulait vraiment rien savoir pour vivre et devenait antique. C'est la pire chose qui peut arriver à un môme, en dehors du reste. J'ai relevé une autre approximation du langage que je trouve particulièrement bouleversante, parce qu'elle soulève une question brûlante et la place sous les évidences du bon sens, au prisme du regard de l'enfant. Madame Rosa ne voulait pas entendre parler de l'hôpital, où ils vous font mourir jusqu'au bout au lieu de vous faire une piqûre. Elle disait qu'en France, on était contre la mort douce et qu'on vous forçait à vivre tant que vous étiez encore capable d'en baver. Madame Rosa avait une peur bleue de la torture. Et elle disait toujours que lorsqu'elle en aura vraiment assez, elle se fera avorter. Je comprendrai jamais pourquoi l'avortement s'est autorisé pour les jeunes et pas pour les vieux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus dégueulasse que d'enfoncer la vie de force dans la gorge des gens qui ne peuvent pas se défendre et qui ne veulent plus servir. On dirait que l'auteur est resté un temps infini à écouter les enfants. On dirait qu'il a tout désappris avec eux, la logique, les croyances, les supposées évidences. J'aimerais vous lire un extrait particulièrement étonnant de cette façon dont Gary déconstruit le réel à travers les yeux d'un enfant. Momo s'interroge alors sur son avenir. Je n'étais pas encore sûre si j'allais être dans la police ou dans les terroristes. Je verrai ça plus tard, quand j'y serai. En tout cas,
Il faut une bande organisée, parce que seul, c'est pas possible, c'est du trop petit. Et puis, j'aime pas tellement tuer. Plutôt au contraire. Non, ce que j'aimerais, c'est être un mec comme Victor Hugo. Monsieur Hamil dit qu'on peut tout faire avec les mots, mais sans tuer les gens. Monsieur Hamil dit que c'est ce qu'il y a de plus fort. Vous voulez mon avis ? Si les mecs à main armée sont comme ça, c'est parce qu'on les avait pas repérés quand ils étaient mômes. Et ils sont restés ni vus ni connus. Il y en a même qui sont obligés de crever la faim pour se faire apercevoir. Alors, ils font des bandes pour être vus. Ce roman n'est pas une simple histoire sociale. La vie devant soi, c'est avant tout un roman d'amour. L'amour entre un petit musulman et une vieille dame juive. L'amour le plus puissant et le moins lyrique qui soit. De cet amour, Gary n'en dit mot, jamais. Pourtant, tout dans son texte converge à cela. L'amour. Le désigner, le décrire, ce serait déjà le déformer, le réduire, n'est-ce pas ? C'est tellement subtil, un amour comme celui-là. Impossible de l'enfermer dans les mots, car ce ne serait pas assez. Il y a des sentiments qu'on ne peut approcher qu'avec 1000 précautions, l'air de rien, par leurs contours. La littérature, c'est peut-être un peu ça, approcher ce qui ne peut pas se dire. Ce roman a obtenu l'une des plus prestigieuses reconnaissances que l'on puisse espérer. Il a obtenu le prix Goncourt. Lorsque les journalistes cherchent à rencontrer Émile Ajar, il prend le visage d'un certain Paul Pavlovitch, qui n'est autre que le cousin de Romain Gary. Vous suivez ? Bref, selon les journaux, le gagnant officiel du prix Goncourt est un petit homme de la campagne, marié à la fille de l'ancien directeur de la caisse des allocations familiales du Lot. Et c'est dans sa ferme, au milieu des chèvres, qu'il est censé avoir écrit son roman. Romain Gary ne manque pas d'humour. Il faut dire qu'il avait déjà reçu le prix Goncourt 20 ans auparavant, et qu'il est stipulé dans le règlement qu'un même écrivain ne peut pas l'obtenir 2 fois. Eh bien, c'est fait. Romain Gary a été le seul à obtenir le prix Goncourt 2 fois. Et vous savez quoi ? Romain Gary, ce n'est pas non plus son vrai nom. Chapeau, monsieur Katsev. La vie devant soi, c'est aussi un film réalisé en 1978 par Moshe Mizrahi. C'est toujours dangereux d'adapter un roman, et il ne faut pas forcément s'attendre à reconnaître à l'écran la Madame Rosa que nous croyons voir dans le roman. Ce film, toutefois, est bouleversant, autant que le livre. Simone Signoret incarne à merveille Madame Rosa. Elle obtient le César de la meilleure actrice. Et le succès du film dépassera nos frontières puisqu'il obtient l'Oscar du meilleur film en langue étrangère aux États-Unis. Si vous voulez découvrir l'affiche du film telle qu'elle a été présentée en France pour les Césars et l'affiche revisitée par les États-Unis pour les Oscars, venez donc visiter la page de notre site consacrée à ce podcast. Notre site s'intitule « Tout avec presque rien ». Il propose une collection de voyages littéraires classés par nom d'auteur ou par thématique. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et à vous abonner à nos podcasts sur tous les réseaux. Merci à Marie pour la technique, les images et les bandes annonces animées. À bientôt!